Mortis Media. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, j'ai une collection glaçante d'histoires effrayantes du sous-sol. Alors prenez vos lampes de poche, car il est temps de vous installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Je suis né à Anchorage. J'ai grandi à Seattle, mais mes meilleurs souvenirs d'enfance viennent de Fairbanks, bien plus au nord. C'est là que vivaient un de mes grands-parents. C'était calme, paisible et sûr. Et en 2008, quelques années après le décès de mon grand-père, mon oncle a appelé ma mère. L'un de tes enfants doit venir ici pour aider avec le jardin de grand-mère. Elle est déprimée et n'arrive pas à suivre. Je n'y ai même pas réfléchi, je me suis porté volontaire. Alors j'ai pris l'avion pour Fairbanks pour 3 semaines. J'ai passé mes journées à creuser dans la terre avec mon petit cousin, essayant de redonner vie au jardin qui dépérissait. Mais la maison, elle a toujours semblé inconfortable. Elle était vieille et construite dans les années 50, elle avait survécu à quelques inondations de la toundra et ça se voyait. Les planchers étaient entrecourbés et grinçaient en temps, comme s'ils étaient fatigués de garder des secrets. La cour avant était si grande que les gens la prenaient parfois pour un parc, mais personne ne s'y attardait. Et puis il y avait le sous-sol. 30 marches étroites et grinçantes y descendaient, bien plus profond que ce qu'un sous-sol devrait être. Il s'étendait sous toute la maison, bien plus vaste que le rez-de-chaussée lui-même. Mais ce n'était pas seulement la taille, c'était la sensation qu'il dégageait, froid, immobile et vicié, comme si l'air y était emprisonné depuis des années. Et il était rempli d'objets, de mannequins, de poupées anciennes et de jouets qui n'avaient pas été touchés depuis les années 70. Tous parfaitement disposés, comme s'ils attendaient que quelqu'un revienne jouer avec eux. Mais j'avais 16 ans et grand-mère m'avait aménagé un petit appartement là-bas. C'était douillet et intime. Je me sentais libre jusqu'à la première nuit. Je me suis réveillé soudainement, sans rêve ni bruit, juste comme ça. L'horloge brillait en rouge dans le noir et il était exactement 3 heures du matin. J'ai cligné des yeux et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Le lit était parfaitement fait sous moi, drap bien rentré, coin serré. C'était comme si je n'avais pas bougé de toute la nuit, comme si on m'avait simplement posé là. Puis le froid m'a frappé. Pas celui qui te fait remonter la couverture, ni même celui ressenti pendant une tempête de neige. C'était un froid comme le frisson de la tombe, celui qui s'infiltre directement dans tes os, et ma respiration formait de la buée dans l'air. Les draps étaient raides et mes dents claquaient de façon incontrôlable. Je me suis recroquevillé, sans effet. Et puis il y avait le silence. Un silence total et suffocant, pas seulement l'absence de bruit, mais l'absence de vie. Pas de tuyaux qui gémissent, pas de vent qui effleure les fenêtres, pas de craquement de la vieille maison qui travaille. Les ombres dans les coins ont commencé à bouger, ou du moins c'est ce que je croyais voir. Mais plus je fixais, plus j'étais certain que quelque chose était là à m'observer. C'en était trop, j'ai craqué. J'ai jeté les couvertures, attrapé mes oreillers et j'ai couru. Le couloir de 3 mètres me paraissait interminable. Chaque pas était une lutte contre la panique. Dès que j'ai franchi le seuil et quitté le mini-appartement, la température a semblé redevenir normale, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai couru à toute vitesse vers les escaliers, j'ai glissé, je me suis écrasé au sol et une douleur vive a traversé mon flanc. Mais j'ai continué, me débattant comme si quelque chose me poursuivait, me traînant tant bien que mal. Je me suis fracturé 2 orteils en heurtant les marches, je me suis arraché les ongles en griffant le bois alors que je me hissais, et je ne me suis arrêté que lorsque j'ai atteint le rez-de-chaussée et que je me suis effondré sur le canapé, à peine capable de respirer. Ma grand-mère m'a trouvé là le matin. Elle m'a regardé, a souri et dit « Tu n'as pas aimé être là-bas ». J'ai ri faiblement. Oui, je préfère être ici en haut. Pendant longtemps, j'ai cru que j'imaginais tout ça. Le sous-sol était flippant, c'est vrai, mais sans doute que j'avais juste trop travaillé et que le soleil faisait un rêve étrange. Et puis j'ai regardé Conjuring, les dossiers Warren. Les horloges, la chute de température, le silence, l'angoisse, tout m'est revenu d'un seul coup glacé.
Après cette nuit-là, je n'ai plus rien vu, mais je l'ai ressenti. Mais quelque chose était là, et ça voulait que je le sache. Je suis content de ne pas avoir eu à rester aussi longtemps pour découvrir si ça voulait me révéler davantage de choses. Quand j'étais enfant, ma chambre était au sous-sol. Ce n'était pas un sous-sol confortable ou aménagé. Celui-ci était vieux, sombre, et il faisait toujours quelques degrés de moins, même en été. Je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est qu'il y avait toujours quelque chose de bizarre, et il semblait y avoir une sorte de décalage entre la maison et le sous-sol. Là-bas, on se sentait un peu mal à l'aise, et jamais vraiment en paix, mais dans la maison elle-même, tout allait parfaitement bien. Un après-midi, j'étais là-bas tout seul, en train de jouer avec mes jouets dans la pénombre silencieuse. C'est là que ça m'a frappé, cette sensation étrange. Comme si quelque chose avait posé son regard sur moi, depuis l'obscurité. Je me souviens m'être figé en plein mouvement, la chair de poule, chaque nerf hurlant que je n'étais pas seul. Puis je l'ai vu. D'abord juste un mouvement. La porte de ma chambre s'ouvrait lentement et doucement, sans faire le moindre bruit. C'était censé être impossible. Tout grinçait dans cette maison, y compris la porte. Mais là, c'était silencieux, et c'était presque comme si c'était fait exprès. Il y avait une petite décoration, un de ces trucs bon marché que les enfants adorent, que ma sœur et moi avions collé avec une ventouse sur la vitre de la porte. Je l'ai fixé du regard, retenant mon souffle, puis il est tombé. Il n'a pas glissé. Il s'est décollé et est tombé, comme si des doigts invisibles l'avaient arraché et lâché. Il a heurté le sol avec un léger bruit sourd et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai détalé, je ne me suis pas retourné, je ne pouvais pas. Mes pieds vont à martelar contre les marches tandis que Dredd me poursuivait, lourd et proche comme un souffle dans mon cou. Et je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je trouve ma mère, haletant, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, alors que j'essayais de lui expliquer ce que j'avais vu. À ma grande surprise, elle a pris ça au sérieux. Pas de rire, aucun commentaire sur mon imagination débordante. Elle est redescendue avec moi, allumant les lumières sur son passage. La pièce avait le même aspect. C'était calme, mais je savais que quelque chose avait été là. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul. Au fil du temps, je continuais à le ressentir, surtout dans la cave. Comme des yeux dans les murs, comme quelque chose qui observe à travers les fissures. Un soir, mon père a eu sa propre rencontre. Lui et ma mère étaient assis à la table à manger, en train de parler de quelque chose de banal, quand son visage a soudainement changé. Ma mère l'a remarqué tout de suite, ses yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte d'incrédulité. Il n'a pas dit un mot, il a juste pointé du doigt. Elle s'est retournée juste à temps pour voir une bouteille de tabasco glisser sur la table, lentement et de façon contrôlée, comme si quelqu'un la manipulait. Personne ne l'avait touchée. Il n'y avait ni vent, ni vibration, juste un mouvement solitaire. Ma mère n'a pas dit grand-chose, pas avant des années plus tard. Elle m'a dit qu'elle entendait la porte du sous-sol s'ouvrir et se fermer constamment alors qu'elle était seule à la maison. Ce n'était pas seulement une ou deux fois, c'était fréquent. Elle entendait aussi des bruits de pas. Légers, mesurés, comme des pas dans l'obscurité. Elle a dit que le pire, c'était que ça ne semblait pas aléatoire, ça semblait conscient. Et un soir, elle n'en pouvait plus. La pression dans la cave était devenue pire. L'air là-bas semblait étrange. Elle est descendue seule, sans allumer la lumière, juste le bourdonnement de la maison au-dessus dans ce silence écrasant. Elle s'est tenue au centre de la pièce et a dit la seule chose qui lui venait à l'esprit dans le noir. « Je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'es pas le bienvenu ici. J'appartiens à Jésus-Christ et cette maison est protégée. » Parce. Après cela, une sensation de lourdeur s'est dissipée. La porte a cessé de s'ouvrir. Les bruits de pas se sont estompés. C'était comme si la maison relâchait un souffle qu'elle retenait depuis des années. Nous n'avons jamais compris ce que c'était. Un fantôme? Quelque chose de pire?
Tout ce que je sais, c'est que ça n'était pas censé être là, et j'y pense encore. À la porte qui s'ouvrait en silence, au poids de l'air, à cette bouteille de tabasco qui glissait comme si quelqu'un voulait tant juste tester jusqu'où il pouvait aller. Je ne pense pas que ça voulait être vu, mais une fois que ça l'a été, ça ne voulait plus retourner là d'où ça venait. Je suis juste content que l'activité ait diminué. Entre 2008 et 2014, j'ai vécu seul dans la maison de mon père. Il était parti vivre chez sa petite amie, mais l'endroit n'a jamais cessé de ressembler à chez lui. Ce genre de vide résonnant qui garde la présence de quelqu'un d'autre, même quand il n'est plus là. Il passait de temps en temps, la plupart du temps à l'improviste, pour récupérer du courrier ou faire la lessive. Une ou deux fois, sa plomberie est tombée en panne et elle venait faire sa lessive là pendant qu'il faisait ses courses. C'était un après-midi tranquille. J'étais rentré peu après 14h, c'est Arsturir. La lumière hivernale était pâle et délavée. J'ai balayé du regard le parking, par habitude. Aucune voiture, aucun signe d'eux. La maison était silencieuse. Je suis entré, j'ai laissé tomber mon sac et je me suis affalé sur ma chaise devant le bureau. J'ai mis mon casque et un bourdonnement réconfortant du cri a commencé à vibrer doucement. La routine habituelle, tout était normal. Puis, en dessous de moi, je l'ai entendu. Quelque chose dans le sous-sol. Ça a commencé subtilement, juste le léger bruit métallique de la porte du lave-linge, puis le bruit reconnaissable des vêtements mouillés jetés à l'intérieur, et le clic-clic-clic délibéré du bouton de sélection du cycle, et le grondement sourd du sèche-linge qui démarre, vibrant faiblement à travers le sol. Pas de doute, j'avais déjà entendu ces bruits des centaines de fois, mais je savais que j'étais seul. J'ai tenté de me raisonner, pensant que mon père l'avait peut-être déposée. Elle était peut-être en bas quand il était absent. Ce ne serait pas la première fois, et je me suis dit de me détendre. Je me sentais ridicule. Le bruit persistait. Le bourdonnement du sèche-linge laissa place au bruissement des mouvements, au pliage rythmique du linge, au froissement du tissu, au grincement du plastique lorsque le panier bougeait, puis au bruit de traînée, le panier étant tiré sur le sol carrelé du sous-sol. Puis les escaliers. Chaque marche gémissait sous un poids précautionneux, et le bruit montait vers moi, comme si quelqu'un essayait de ne pas réveiller une maison endormie. J'ai ôté mon casque et me suis tourné sur ma chaise, le regard rivé sur la cage d'escalier. Qui que ce soit, il serait presque en haut. Mon cœur battait la chamade alors que je me penchais en avant, m'attendant à la voir apparaître sur le palier et dissiper toute l'anxiété dans mon corps. Mais personne n'est apparu. Les pas se sont arrêtés sur la dernière marche. Je fixais du regard, guettant le moindre signe, une respiration, un mouvement, n'importe quoi. Mais c'était comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce et le froid glissait sur ma peau comme de l'eau glacée, mes membres soudainement tendus. Elle était là, du moins je le croyais. Encore un pas et je pourrais voir son visage. Je me suis levé, chancelant, et j'ai rampé vers les escaliers. Aucune voix ne m'a accueilli, aucun rire moqueur, juste la cage d'escalier sombre qui s'ouvrait vers le bas comme une gorge béante. Je suis descendu lentement. Chaque marche me résistait, comme si la maison elle-même ne voulait pas que je descende là-bas. Quand je suis arrivé aux machines, j'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur le sèche-linge. Il était glacé. Pas seulement froid. Une fraîcheur qui ne vient pas d'être terminée. La terreur. Il n'avait pas fonctionné depuis des heures, voire des jours. Aucun vêtement ni signe que quelqu'un ait touché quoi que ce soit n'était en présent. Et j'ai reculé, l'estomac noué comme du plomb. Je l'ai entendu. Chaque détail, tout le processus, c'était trop réel et précis pour être dans ma tête. Je me souviens que le sèche-linge avait eu un raté au démarrage. Je me souvenais même du raté du sèche-linge au démarrage. J'ai pris mon téléphone et appelé mon père, cherchant désespérément une logique, une faille à laquelle mon cerveau pouvait s'accrocher. Ils étaient en vacances depuis une éternité, depuis une semaine, à 4 heures de route. Et il n'y avait personne d'autre avec une clé. Cette nuit-là, j'ai emballé et monté tout ce que j'avais au sous-sol à l'étage. Je ne suis redescendu que si c'était absolument nécessaire, et jamais seul ou sans allumer les lumières. Jamais sans quelque chose en fond sonore, pour ne rien entendre d'autre. Nous avons vendu la maison quelques années plus tard.
Je n'ai rien dit au nouveau propriétaire. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'habitais ici avant, la buanderie fait la lessive seule, bonne chance. Je ne sais pas ce que j'ai entendu, mais je sais ce que je n'ai pas vu. Et parfois c'est pire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'ancienne maison de ma tante Renée, celle où elle a vécu pendant près de 10 ans, avant de partir au Texas avec son mari. C'était une maison moderne et confortable au Colorado, pas le genre qu'on imaginerait hanté. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les hantises se moquent de l'esthétique. Elle a acheté la maison avec son ex-compagnon Sandy. Le sous-sol était aménagé avec de la moquette, des murs blancs propres et un éclairage vif, loin des stéréotypes effrayants. Elle avait une salle de sport là-bas, et elle l'utilisait aussi comme bureau. Avocate de la défense pénale, elle avait besoin de calme. Il y avait un petit coin avec un sol en ciment pour la machine à laver et le sèche-linge caché sous une étagère remplie des produits de lessive habituels. Même cet espace était bien éclairé. Ça n'aurait pas dû sembler étrange, mais c'était le cas. Il y avait une tension là-bas, une sorte de pression dans l'air qui faisait dresser les poils de tes bras, cette étrange sensation d'être observé, mais c'était subtil. Tu pouvais l'ignorer, l'attribuant à trop de réflexion ou à un courant d'air. Quand je gardais sa maison, je devais souvent descendre là-bas pour faire la lessive, et c'était de pire en pire à chaque fois. Lors d'un aller-retour en transférant des vêtements dans la machine à laver, cette tension électrique m'a encore frappé. Une vague de chair de poule sur tout le corps, comme si quelque chose rampait derrière moi. Je me suis retourné, rien, pensant que j'exagérais. Mais je suis remonté à toute vitesse. Quand la machine a bipé, j'ai redouté d'y retourner. J'ai fait comme si de rien n'était, essayant de cacher ma peur. Mais quand je me suis penché dans la machine pour attraper les vêtements mouillés, je suis vraiment petit, au fait, 1,50 m, donc je devais me pencher au-dessus du bord. Cette sensation était intense. La peur, la pression, l'impression que quelque chose était à quelques centimètres derrière moi, c'était étouffant. J'ai dû continuer à fouiller dans cette position inconfortable, alors que j'avais l'impression d'être observé, traqué. Finalement, je suis remonté en courant à l'étage et j'ai claqué la porte derrière moi. Plus tard, quand ma tante est rentrée, j'ai mentionné en plaisantant à quel point c'était bizarre là-bas, en riant comme si j'étais ridicule. Elle n'a même pas sourcillé. Ah oui, ça c'est Bob. On le sent là-bas de temps en temps et il est méchant, mais il reste surtout au sous-sol. Parfois, il se déplace dans la chambre, mais il semble surtout aimer faire peur aux gens. Sandy a toujours dit que si elle mourait avant moi, elle emmènerait Bob avec elle pour que je n'aie jamais à vivre seul avec lui. Sandy est morte dans un accident de moto quelques années plus tard, lorsque leur tandem a heurté du gravier. Et il est tombé, mon bras s'est retrouvé avec une entorse à la cheville et quelques bleus. Mais Sandy, non. Peu après, de retour chez elle, tante Renée était assise au salon quand elle entendit un grand bruit. Et des fracas à l'étage, dans leur chambre. Elle a décrit cela comme une bagarre, de lourds coups sourds et des meubles qui raclaient en camp, comme si quelqu'un donnait des coups de poing, et qu'on se faisait projeter. Sandy avait été ceinture noire 3e degré en Kempo karaté. Quand elle a finalement été vérifiée, la pièce était en désordre, des papiers par terre, des couvertures enroulées et des objets qui étaient là depuis le matin étaient maintenant renversés. Elle a dit que c'était la dernière fois qu'elle avait senti Bob dans la maison. Malheureusement, il n'était pas complètement parti. 1 an et demi plus tard, ma tante avait tourné la page avec un nouveau compagnon, 2 beaux-fils et un nouveau chapitre dans sa vie. Je faisais encore du babysitting lorsqu'elle travaillait dans son bureau au sous-sol ou qu'elle était au tribunal. Un de ces jours-là, les garçons faisaient la sieste à l'étage et j'étais recroquevillé sur le canapé en train de lire. La porte d'entrée était devant moi et sur un crochet à l'intérieur se trouvait une vieille chemise en flanelle de Sandy. Ma tante la portait parfois, disant que ça la réconfortait. J'ai levé les yeux de mon livre et je l'ai vue. Sandy était là, en train de mettre une chaussure solide et réelle. Il portait la chemise en flanelle près de la porte, comme s'il allait sortir. Nos regards se sont croisés. Nous nous sommes fait le plus petit et le plus doux des signes de tête, puis il a disparu. Pas de fondu, pas de demi-tour, juste disparu. Plus tard, au dîner, j'en ai parlé à ma tante et elle est devenue silencieuse. Je ne l'ai jamais vu, a-t-elle dit, mais je sais c'est qu'il est là. J'ai senti le lit bouger comme si quelqu'un s'allongeait à mes côtés. Une chaleur m'a enveloppé le dos, tel un câlin. Il apparaît moins souvent désormais, mais je crois qu'il est heureux que j'ai avancé.
Il m'a dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, tout ce qu'il voulait était que je continue à vivre et sois aimé. Maintenant, elle s'est mariée à Matt et ils vivent près de la plage au Texas, quelque chose dont elle et Sandy ont toujours rêvé. Elle dit qu'elle sent encore parfois la présence de Sandy, quand des hérons bleus volent au-dessus d'elle, quand leur chanson passe à l'improviste à la radio et quand le vent apporte une certaine chaleur. Où qu'il soit, il a tenu sa promesse. Et il a emmené Bob avec lui. J'ai eu ma part de choses effrayantes, presque paranormales, qui me sont arrivées. C'est ce qui arrive quand on grandit toute sa vie dans de vieilles maisons. Bruits étranges, courants d'air froid, lumière qui clignote, c'est monnaie courante. Mais rien n'égale ce qui s'est passé quand j'avais 10 ans. À l'époque, ma famille était entre deux maisons, et mon arrière-grand-père nous a proposé sa maison. Il était parti vivre dans une maison de retraite et ne comptait pas revenir, donc la maison restait vide. J'allais souvent dans cette maison durant mon enfance. Il y avait toujours une ambiance un peu étrange, mais rien de vraiment inquiétant. On entendait des coups dans les pièces vides, ou le bruit d'objets en cassant qui tombaient alors qu'il n'y avait personne. Suffisamment pour être mal à l'aise, mais pas assez pour en parler. Mais l'énergie a changé après notre emménagement. Nous ne pouvions vivre qu'au rez-de-chaussée et utiliser le sous-sol. Le deuxième étage ? Interdit. Aucune explication, aucune raison, il ne fallait juste pas monter là-haut. De toute façon, je n'aimais pas trop cet endroit, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer que la porte du deuxième étage s'ouvrait toute seule pendant la nuit, comme une horloge. Je me suis dit que c'était sûrement juste mes parents qui étaient bizarres, mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Mais le vrai cauchemar, c'était la cave. Elle était presque entièrement aménagée, mais faisait vraiment peur. Plusieurs pièces latérales avec de vieilles portes lourdes, des plafonds bas et seulement 2 lumières qui fonctionnaient variantes. L'ampoule au-dessus des escaliers et la guirlande lumineuse au milieu de la pièce principale. C'était toujours sombre et poussiéreux, et chaque fois que je descendais là-bas, surtout seul, je le ressentais. L'air semblait toujours étrange. Et je ne me suis jamais senti seul. Un après-midi, ma mère m'a demandé d'aller chercher quelque chose dans le congélateur. Je n'en avais pas envie, mais j'y suis allé pour éviter les ennuis. Tout semblait normal, mais ce mauvais pressentiment était là, cette pression, mais je me suis dit que c'était juste dans ma tête. Je me suis dirigé vers le congélateur, je l'ai ouvert et j'ai commencé à fouiller. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un grand fracas venant d'une des pièces sur le côté, comme si quelque chose de lourd était tombé. Je me suis figé, le cœur battant la chamade. Cependant, j'ai continué à chercher dans le congélateur, feignant l'indifférence. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi qui se rapprochaient, et j'ai claqué la porte du congélateur. Je n'ai même pas pris ce que je devais prendre, et j'ai filé vers les escaliers. En courant, les pas me suivaient, résonnant comme si ce qui était derrière moi faisait 2 fois ma taille et martelait le sol exprès. Je n'ai pas osé regarder en arrière. J'ai heurté la porte du sous-sol et tenté de l'ouvrir brusquement, mais elle semblait verrouillée et ne bougeait pas. Je criais et je me jetais de tout mon poids contre la porte, priant pour qu'elle s'ouvre. Les pas étaient juste derrière moi maintenant, puis j'ai entendu quelque chose frapper la porte, suivi d'un grand bruit. Quand c'est arrivé, la porte s'est ouverte brusquement. Je n'ai pas stoppé. Je me suis rué par la porte, l'ai claqué derrière moi, et suis resté là à trembler, tentant de reprendre mon souffle. Un dernier coup a frappé l'extérieur de la porte, puis plus rien. En pleurs et paniqué, j'ai tout raconté à ma mère en me précipitant vers elle. Elle a appelé mon père, et il est descendu au sous-sol pour vérifier. Il a fouillé chaque pièce, chaque recoin. Rien. Aucune porte ouverte, aucune étagère renversée, pas une seule chose déplacée. Juste le même sous-sol flippant qu'il a toujours été. Après ça, j'ai refusé d'y descendre tout seul. Je déteste encore les sous-sols aujourd'hui. Même maintenant, en tant qu'adulte, j'ai une sensation d'angoisse quand je descends ces escaliers étroits dans certains sous-sols sombres. Parce que je sais ce que ça fait d'être suivi par quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et je n'oublierai jamais ces bruits de pas.
Je suis le plus jeune de ma famille, ce qui veut essentiellement dire une chose. Cible privilégiée, voilà. Mes frères et sœurs adoraient m'embêter, me taquiner et me faire peur à mort dès qu'ils s'ennuyaient. Mon frère, en particulier, prenait ce rôle très au sérieux. Il était obsédé par Scream, et chaque Halloween, sans faute, il se déguisait en Ghostface. Il avait la tenue complète, la longue robe noire en lambeaux, le couteau en plastique brillant et l'horrible masque blanc avec l'expression tordue et hurlante. C'était son costume préféré et il l'utilisait toute l'année juste pour me tourmenter. Il a 9 ans de plus que moi, alors quand j'avais environ 5 ans, il mettait le masque et se mettait à rôder dans la maison juste pour voir à quelle vitesse il pouvait me faire pleurer. C'était sa façon à lui de créer des liens. Un après-midi, seule ma mère et moi étions à la maison. Mes frères et sœurs étaient sortis avec des amis, et mon père travaillait tard. La maison était calme et silencieuse d'une manière un peu inquiétante. J'aidais ma mère à plier le linge quand elle m'a tendu une pile de vêtements de mon frère. Mets-les dans sa chambre au sous-sol, s'il te plaît. Quand j'étais enfant, je détestais le sous-sol. Je sentais que quelque chose n'allait pas là-bas, sans savoir quoi exactement. Je ne me suis jamais senti à l'aise là-bas, et le silence me mettait toujours mal à l'aise. J'ai hésité, j'ai dit à ma mère que je ne voulais pas y aller, et elle m'a fait ce fameux coup de maman. Je vais chronométrer pour voir à quelle vitesse tu peux le faire. D'accord. J'ai pris le linge et suis sorti en courant. J'ai dévalé 2 étages d'escalier et la porte du sous-sol s'est ouverte brusquement. Au moment où je suis entré, je me suis tout de suite senti bizarre. Sa chambre était tout au fond. Chaque pas résonnait trop fort, rebondissant sur le béton comme si je n'étais pas seul, et les lumières bourdonnaient au-dessus de ma tête. J'ai juste jeté les vêtements sur son lit et je me suis retourné, et c'est là que je l'ai vu. En haut des escaliers, bloquant la seule sortie, se tenait Ghostface en robe noire, masque blanc, immobile, en train de regarder. Je me suis figé, le sang glacé, incapable de respirer. Tous mes nerfs criaient, de fuir, mais j'étais paralysé. Il m'a regardé et j'ai crié. Le son qui est sorti de moi n'appartenait ni à un enfant ni à un être humain. Un cri si brut et primal qu'il a résonné à travers les murs. Je me suis retourné et j'ai fui plus profondément dans la cave. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute la panique pure. Et je me suis effondré derrière le chauffe-eau chiot, sanglotant et pleurant. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quand je suis finalement remonté en rampant, ma mère était déjà là. Elle m'a enlacé, tentant de m'apaiser alors que je bégayais ce que j'avais aperçu. Elle a scruté le couloir du regard. Puis elle a crié après mon frère, exigeant qu'il sorte. Mais la maison était vide. Elle a essayé de me rassurer. Elle a dit que c'était peut-être juste mon imagination, ou que je m'étais fait peur en pensant à ce stupide costume. Mais quelque chose dans son regard la faisait douter. Cette nuit-là, nous avons purifié la maison avec de la fumée. Ma mère a traversé chaque pièce avec de la sauge brûlante, d'une voix calme mais ferme. Elle s'est arrêtée dans le salon, se tenant droite et parlant dans le silence. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. C'est notre maison. Il n'y a plus de place. Vous devez partir. » Après cela, les choses sont devenues calmes. 1 an plus tard, nous avons déménagé dans les montagnes pour le travail de mon père. Une nouvelle maison, mais je n'oublierai jamais. Et même maintenant, 23 ans plus tard, je me laisse encore l'imaginer. Les escaliers, le masque, le silence. J'en frissonne car je sais ce que j'ai vu. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon frère. Parce qu'on a découvert plus tard qu'il était en fait dehors en train de jouer avec des amis. Pas savoir. Je ne crois pas aux fantômes, vraiment pas. Mais ce souvenir-là, il ne m'a jamais quitté. Je jouais dehors, au basket. Il était midi, le ciel était d'un bleu parfait, le genre de journée qui te fait oublier que la terreur pourrait exister. Mon frère de 10 ans, mon aîné, était à l'étage, tandis que ma sœur et ma cousine de 5 ou 6 ans, mes aînés, gribouillaient au sous-sol sur un tableau noir. Je faisais mes trucs, je profitais dehors, quand mon frère est descendu et a ouvert la porte de derrière. La buanderie était juste là, au niveau du sous-sol, et il m'a dit de rentrer. Il était furieux et m'a grondé parce que j'étais dehors sans demander, même si c'était une journée magnifique.
J'étais en train de me faire réprimander quand c'est arrivé. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose de grand passer devant moi. C'était sombre, comme un singe ou un gorille, mais ça se tenait complètement droit avec de longs bras, et une démarche lente et lourde. Et il ne s'agissait pas seulement de se promener nu. Il portait un uniforme complet de fanfare. Oui, veste, grand chapeau, tout le tralala, avec un gros tambour attaché à sa poitrine. Il a défilé en silence total dans la salle de bain reliant la buanderie à l'autre partie du sous-sol, sans nous regarder ni nous remarquer. Après avoir vu ça, je suis resté figé, le souffle coupé. J'ai tenté d'alerter mon frère, bégayant, l'implorant de se retourner. « Il y a quelque chose dans la salle de bain. Va voir. » Mais il continuait à me crier dessus et ne me prenait pas au sérieux. Et c'est alors que nous avons entendu ma sœur de l'autre côté du mur de la salle de bain. Elle a crié et a commencé à hurler que quelque chose était entré dans la salle de bain. Mon estomac s'est noué. Je n'avais même rien dit. Elle n'aurait pas pu m'entendre. Ce n'était pas que moi. Quand mon frère a fini de me gronder et est allé dans l'autre pièce où se trouvaient ma sœur et ma cousine, ma sœur était pâle, tremblante et pointait la salle de bain en disant que ça était entré dans la douche. Alors ma cousine a tiré le rideau et n'a rien trouvé. Une vieille baignoire ordinaire et des carreaux décolorés. Pas de traces de pas mouillé, ni de singe qui marche, juste le silence. J'ai tenté de me persuader que j'avais tout imaginé. Je veux dire, j'ai vraiment beaucoup d'imagination, ça a toujours été comme ça, mais je n'ai jamais eu d'hallucination. Je n'ai jamais rien vu de pareil, ni avant ni après. Même aujourd'hui, des années après, je peux encore parfaitement imaginer la forme de cette chose. La démarche lente et délibérée. La lueur terne des boutons en laiton sur l'uniforme et le tambour blanc. La façon dont cela ne faisait aucun bruit, même si je jure que j'aurais dû entendre des pas ou le tambour rebondir sur sa sangle. C'est arrivé en pleine journée, sans éclairage inhabituel. Pas d'état de rêve. Juste réel. Sans parler du fait que ma sœur l'a vu. Et de temps en temps, j'y pense encore. Genre, pourquoi ça ? Pourquoi un singe de fanfare ? Et pourquoi est-il entré dans la salle de bain ? Je ne pense pas que j'aurai jamais de réponse à ça. Il y a quelques années, j'étais assez connu dans le milieu des bars. J'ai été barman, disc jockey videur, tout ce que tu veux. Un été, j'ai décidé de prendre du temps libre pour me détendre et rester discret. Ça n'a pas duré, un ami m'a appelé un jour à propos d'un endroit dans la ville d'à côté. Il a dit qu'ils essayaient de rouvrir un vieux bâtiment historique. Au sous-sol, il y avait un bar qui avait autrefois été un repère à l'époque de la Prohibition. Soi-disant même Al Capone y était devenu. Des gens y étaient en mort, beaucoup. Et si tu posais des questions, si tout le monde avait une histoire à raconter sur cet endroit. C'était autrefois un hôtel et un bar prospères. Puis un jour, il a simplement fermé. Personne ne sait vraiment pourquoi. Mais une chose que tout le monde dit, c'est qu'il est vraiment hanté. Mon ami m'a dit que son amie Julie était barmaid là-bas et qu'ils avaient un besoin de quelqu'un pour faire le disc jockey et peut-être aussi le videur. J'ai accepté sans trop réfléchir. Je suis arrivé quelques heures avant l'ouverture. Julie était déjà dehors à attendre, les bras croisés, les yeux revenant sans cesse vers le bâtiment comme s'il allait lui sauter dessus. « Je n'y entre pas seule », a-t-elle dit. Ça aurait dû m'alerter. Nous sommes entrés ensemble. Julie n'allait même pas aux toilettes toute seule, je devais monter la garde. Dos tourné. Elle ne se fiait même pas au reflet dans le miroir. Nous avons attendu dans le bureau l'arrivée des propriétaires. J'ai tenté de converser, mais ne cessais de regarder par-dessus mon épaule. Je ne pouvais pas résister à cette présence. Et Julie l'a remarqué. « Ouais, il nous regarde. » Et elle ne plaisantait pas. À un moment donné, pendant nos conversations, j'ai entendu des pas lents et délibérés au-dessus de nous. Ce n'était entre ni des planches de grinçantes, ni le vent. Des pas. Julie, qui est rousse et pas du genre à avoir facilement peur, est devenue blanche comme un linge. J'ai fait mine d'aller voir, et elle m'a attrapé le bras. Ne le fais pas. Puis on a entendu le bruit de meubles qu'on traînait, quelque chose de lourd, comme un lit ou une chaise qu'on faisait glisser sur le sol à l'étage. Cela a duré un moment, immobile. Finalement, le propriétaire est arrivé. Il était jovial et décontracté, plaisantant sur les fantômes comme de vieux amis.
Il m'a raconté quelques histoires qu'il avait entendues seul dans le bâtiment. Nous nous sommes installés, la nuit était paisible. Le bouche à oreille avait circulé sur la réouverture du bar d'une petite ville isolée, mais presque personne n'était venu. Nous avons fermé vers minuit. J'ai aidé à nettoyer et nous sommes tous partis ensemble. Rien de vraiment fou ne s'est passé. Je me suis dit que c'était peut-être juste de l'excitation et des nerfs, jusqu'à ce que je sorte du parking. J'ai jeté un coup d'œil au 2e étage, juste un regard, mais c'était suffisant. Un visage pâle et inexpressif m'observait depuis la fenêtre. Personne n'aurait dû se trouver à l'étage ce soir-là. Nul n'y était monté de la nuit. Je me suis figé un instant, l'air dans ma voiture est devenu froid et rigide. Ma poitrine se serrait. J'ai cligné des yeux et le visage avait disparu. Ce n'était pas l'histoire de fantôme la plus dramatique, pas de cris ni d'objets volants, mais le sentiment qu'elle a laissé, ce regard persistant, est resté gravé en moi. Je n'y suis jamais retourné. Et honnêtement, je ne pense pas que j'étais censé le faire. Je vivais autrefois dans une vieille maison militaire quelque part aux États-Unis. Je ne peux pas partager l'emplacement pour des raisons de confidentialité. Je dois dire que son sous-sol était profondément inquiétant. Chaque fois que je posais le pied sur l'avant-dernière marche, je ressentais une envie irrésistible de regarder dans l'obscurité, et peu importe à quel point j'essayais de résister, je ne pouvais pas lutter contre cette impulsion. Et chaque fois que je le faisais, je le voyais. Un soldat en uniforme de l'époque coréenne pendu aux poutres. Aussi étrange que cela paraisse, je n'ai jamais eu peur de lui. En fait, il semblait être une présence protectrice. J'ai toujours cru qu'il avait été un homme bon de son vivant, quelqu'un qui était rentré de la guerre pour découvrir que sa femme l'avait quitté et avait emmené leur enfant. Je pense que le chagrin l'a consumé et qu'il a mis fin à ses jours, mais au lieu d'être vengeur, il veillait sur nous. J'ai particulièrement ressenti sa protection envers mon fils. Une nuit, alors que mon fils avait 9 mois, j'ai été soudainement réveillé par une voix qui me demandait d'aller le voir. Je pensais rêver, jusqu'à ce que notre chien commence à me lécher les poignets et à me tirer vers sa chambre. À ce moment-là, je me suis approché de lui et j'ai réalisé qu'il était en détresse. Je me suis rendu à l'hôpital à temps et il y est resté une semaine. Mais il a survécu. Il a bientôt 19 ans et est en parfaite santé. L'esprit m'a aussi protégé de mon ex-mari violent. Durant notre cohabitation, mon ex ne m'a jamais touché. Il a avoué une fois que chaque fois qu'il élevait la voix, il sentait une présence lourde et insupportable autour de lui, comme si elle le mettait au défi d'aller plus loin. La seule fois où il a vraiment levé la main pour me frapper, un cadre photo est tombé du mur et l'a frappé à la tête assez fort pour qu'il ait besoin de points de suture. Autant je me sentais lié à ce soldat, autant ça m'a fait mal de le voir pendu dans la cave. Un jour, je lui ai confié combien c'était douloureux de le voir ainsi. Après cela, il ne m'est plus jamais apparu sous cette forme. Mais mon ex-mari le voyait encore chaque fois qu'il descendait là-bas. Le jour de notre déménagement, je suis allé au sous-sol faire mes adieux. En m'éloignant, j'ai jeté un coup d'œil à la maison et je l'ai vu debout à la fenêtre de la salle à manger, faisant signe de la main, et j'ai eu l'impression de quitter un ami cher. Je me demande encore s'il a jamais trouvé la paix et réussi à passer de l'autre côté. J'espère que oui. Il y a environ 2 mois, mon mari et moi avons enfin emménagé dans une nouvelle maison, un nouveau départ, après des années à lutter dans une vieille maison délabrée qui tombait en ruine autour de nous. Après avoir économisé et cherché attentivement, trouver cet endroit était comme un rêve devenu réalité. C'était beau, bien entretenu et la structure était solide, mais dès le début, quelque chose au sujet du sous-sol ne me mettait pas à l'aise. Les lumières étaient faibles, comme si elles peinaient à fonctionner. L'espace était rempli des affaires oubliées de l'ancien propriétaire. Des boîtes poussiéreuses avec des meubles cassés, de vieux outils et juste du bric-à-brac. Mais l'air semblait plus lourd et dense à cet endroit. J'ai mis ça sur le compte des nerfs et je l'ai ignoré pendant que nous commencions le long processus de nettoyage. Un jour, alors qu'il nous aidait à trier le désordre, mon fils a trouvé quelque chose d'étrange. Un grand meuble ancien, caché derrière une pile de cartons dans un coin sombre du sous-sol, qui semblait n'avoir pas été touché depuis des décennies. Nous l'avons ouvert et à l'intérieur, il n'y avait que des bricoles et des objets divers auxquels nous n'avons pas vraiment prêté attention sur le moment. Mais maintenant, j'en suis convaincu. Le meuble retenait quelque chose.
Dans les semaines qui ont suivi, notre fils s'est mis à nous réveiller en pleine nuit. Il disait qu'il entendait des cliquetis venant du sous-sol. Nous avons attribué cela au travail de la maison ou peut-être à des souris. Mais nuit après nuit, il continuait à nous réveiller, effrayés. Peu après, j'ai aussi commencé à entendre les bruits. Une nuit, mon mari et moi l'avons enfin entendu nous-mêmes. Le cliquetis distinct et rythmique des portes d'armoire résonnait dans toute la maison. Nous sommes descendus ensemble et alors qu'il ouvrait l'armoire pour vérifier à l'intérieur, quelque chose m'a frappé. C'était comme une vague de nausées et de peur mêlées, une présence invisible qui s'est enfoncée dans ma poitrine et m'a donné la chair de poule. C'est passé rapidement, mais je n'oublierai jamais ce moment. Je crois que quelque chose est sorti. Depuis lors, notre maison est un cauchemar. Des objets qui étaient stables et en sécurité ont commencé à tomber sans raison. Nous avons entendu des grattements et des bruits sourds dans les murs, comme si quelque chose y rampait. Et le pire de tout, des voix. Des chuchotements graves et brouillés que nous n'arrivons pas à comprendre, comme si quelque chose était juste hors de portée, mais écoutez. Puis vint la nuit qui a tout changé. Il y a quelques nuits, les bruits ont commencé et ne se sont pas arrêtés cette fois-ci. Les bruits d'eau s'intensifiaient provenant de partout. Des coups, des cliquetis, des bourdonnements, des ronflements. La maison semblait crier d'elle-même. Chaque mur, chaque surface vibrait de bruit. Ça a duré ce qui m'a semblé être 1 heure. Pétrifiés dans notre chambre, nous n'osions pas bouger. J'ai aperçu une silhouette debout dans le coin à un moment. Une silhouette grande et sombre, sans visage, juste les ténèbres. J'ai cligné des yeux et c'était parti, mais je sais ce que j'ai vu. Notre fils dormait heureusement chez sa grand-mère cette nuit-là. Il n'a pas eu à vivre la terreur que nous avons vécue. Depuis cette nuit-là, je fais tout ce que je peux pour comprendre à quoi nous avons affaire. Je n'ai jamais vraiment cru au paranormal, mais au fond, j'ai toujours su. Maintenant, je sais que c'est réel, et c'est ici. Nous avons peur. Liés financièrement à cette maison, nous ne pouvons pas partir, mais impossible de continuer ainsi. J'envisage de faire venir un expert spirituel ou une équipe paranormale pour nous aider. Si quelqu'un a des conseils ou a déjà vécu quelque chose comme ça, je suis à l'écoute. Je veux juste que ma maison et ma famille soient en sécurité. Il y a quelques mois, j'ai commencé à travailler plus souvent dans mon sous-sol. C'est juste un endroit tranquille pour me concentrer. Je l'ai remarqué pour la première fois un vendredi matin, entre 10h et midi. 3 ou 4 petits coups. De légers coups doux comme si quelqu'un essayait poliment d'attirer votre attention. Je n'arrivais pas à déterminer d'où ça venait. Le mur, le plafond, peut-être même l'étage au-dessus. J'ai même envisagé que ça puisse venir de l'extérieur. Après tout, je suis assis près d'une fenêtre du sous-sol, mais ça semblait venir de l'intérieur. J'ai ignoré les premiers coups, pensant à des bruits de tuyauterie. Le vendredi suivant, à la même heure, de nouveaux coups plus forts retentirent. 4 coups distincts et intentionnels. Comme si quelqu'un frappait exprès. Et je suis sûr à 99% que ça venait du même endroit général. À environ 2,50 m de l'endroit où je suis assis, exactement au même endroit qu'avant. J'étais seul dans la maison les 2 fois, et après ça, tout est redevenu calme pendant un moment. Je ne me souviens pas exactement si quelque chose s'est passé, mais la semaine suivante, j'ai pensé que ça s'était arrêté. 1 ou 2 mois après, les coups ont repris. Vendredi matin dans la même tranche horaire. Plus faible cette fois-ci. J'ai failli me convaincre que je l'avais imaginé. Tu sais comment c'est quand tu attends un bruit et que ton cerveau te joue des tours. Mais j'ai quand même remarqué l'heure. C'était quand même un vendredi. Puis est arrivé aujourd'hui, vendredi 11h15 du matin. Pendant un appel professionnel, alors que je suivais ma routine habituelle, j'ai entendu le son d'une boîte à musique. Nous en avions installé une récemment au sous-sol, capricieusement qu'elle joue une seule note si on la frôle à peine. Mais ce n'était pas ça, elle a joué 6 à 8 notes, sans rythme, pas une chanson complète, juste des notes lentes et saccadées, comme si quelqu'un qui ne la connaissait pas essayait de comprendre comment elle marche, ou comme si on la poussait doucement. J'ai plaisanté avec mon collègue en disant « Le fantôme va me tuer », puis j'ai raccroché. Mais là, ça m'a frappé. Encore un vendredi matin. Encore une visite ?
Je ne pensais pas que c'était un changement de température ou une vibration. C'était simplement comme un motif. Étrangement, il y a des années, ma femme a brûlé de la sauge blanche au sous-sol. Elle disait qu'il y avait une mauvaise ambiance là-bas. L'un de nos chats restait en haut des escaliers et hurlait chaque fois qu'on était en bas. Il ne miaulait pas, il hurlait. Après la sauge, le chat a arrêté. Ce matin, j'ai dit à voix haute « Si quelqu'un est ici, sache que tu es parti. Tu es un fantôme maintenant. C'est normal de partir. » Je ne savais pas si ça changerait les choses, mais ça me paraissait juste. Seul le temps nous le dira, je suppose. Je m'appelle Andy. Je ne crois pas forcément aux anges, aux démons, à Dieu ou au diable, mais je crois que des entités obscures existent, et ce qu'elles sont, je ne le sais pas. Quand j'étais enfant, ma famille a emménagé dans une belle maison de banlieue en Pennsylvanie. C'était la première maison de mes parents, une maison à 2 étages de taille convenable avec un sous-sol à moitié aménagé, et j'avais environ 5 ou 6 ans, j'étais l'aîné des 4 frères et sœurs. Avançons de quelques années, j'avais alors 8 ou 9 ans, lorsque ces souvenirs ont commencé à s'imprimer dans mon esprit. Ça commençait toujours dans l'ombre. Ma sœur et moi apercevions des yeux rouges brillants nous observant depuis l'extérieur du placard. Nous crions et pleurions auprès de nos parents en hurlant « des rats aux yeux rouges ». Mais ils mettaient ça sur le compte de notre imagination enfantine, le classique des monstres sous le lit. Les choses ont empiré. J'ai commencé à entendre mon nom être appelé par des voix inconnues. Ma sœur l'a entendu aussi. Nous dormions à l'étage où la majorité des phénomènes avaient entramantiance. Au début, mes parents n'y prêtaient guère attention, mais ensuite ma mère a elle-même commencé à vivre des choses. Elle était chrétienne et très spirituelle, alors elle en a parlé à notre pasteur. Il a recommandé de purifier la maison, et je me souviens que nous avons parcouru chaque pièce en récitant des prières et en traçant des croix à l'huile d'olive sur les murs. Ça a empiré les choses. Les yeux rouges ne sont pas partis, les voix sont devenues plus fréquentes. Je voyais des silhouettes sombres bouger juste du coin de l'œil la nuit. Ma sœur et moi on criait, on se cachait sous les couvertures et on suppliait cette chose de nous laisser tranquilles, et nos parents accouraient, allumaient l'arme en la lumière, mais il n'y avait jamais rien. Des objets tombaient même alors que rien ne les touchait. Les portes claquaient, les lumières s'éteignaient aléatoirement et les chaises bougeaient. C'était comme dans un film d'horreur, et on avait l'impression que ça nous visait. Ma mère a toujours essayé de nous croire, de nous réconforter, et elle est devenue une vraie croyante. Mon père était sceptique, jusqu'à une nuit où je suis descendu en pleurant à cause du monstre sur les marches du sous-sol. Il a essayé de me rassurer en disant qu'il n'y avait rien quand soudain la porte a claqué et j'ai été projeté dans les escaliers par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ma mère a ouvert la porte d'un coup et m'a tiré dehors, priant pour moi toute la nuit. Ce n'était que le début. Malgré le passage des pasteurs et les purifications, l'atmosphère de la maison s'est alourdie. Quand j'avais 12 ans, j'étais seul à la maison dans le sous-sol où il y avait l'ordinateur. Tout était fermé, portes et fenêtres. J'ai entendu un fracas. Chaque étagère sur le mur avait été renversée violemment, toutes en même temps. Je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai attendu dehors jusqu'au retour de mes parents. Ce n'étaient pas des événements isolés. Elles se produisaient constamment. Mes chiens aboyaient sans raison. Je voyais des ombres bouger sur les murs. J'entendais des chuchotements, me sentais observé et avais parfois des frissons dans le dos sans raison. Ma sœur et moi en subissions toujours le pire. Quand j'ai eu l'âge de vraiment comprendre ce qui se passait, j'ai commencé à prier. Je récitais des versets bibliques pour tenter de chasser ce qui était présent. Parfois ça aidait, parfois non. Une nuit, je me suis réveillé en sueur froide. La télévision projetait de la lumière dans la pièce et j'ai vu une énorme silhouette sombre debout au-dessus du lit de ma sœur. Elle s'est tournée pour me regarder. Je suis resté figé et me suis finalement caché sous les couvertures. Je pouvais l'entendre respirer. J'ai senti qu'il appuyait sur ma poitrine. Je ne me rappelle pas de la suite. Je pense que j'ai perdu connaissance de peur. Quand j'avais 14 ans, mes cousins ont emménagé chez nous après que leur tuteur, mes grands-parents, soit tombés malades. Ma grand-mère est morte peu après. Cela a amené encore plus de monde dans la maison et ils l'ont ressenti aussi. Nous avions tous peur de l'étage et du sous-sol.
Certaines nuits, nous nous blottissions tous dans une seule pièce, écoutant les meubles bouger et les pas grincer. Et des chuchotements dans le silence. Nous avons fait revenir notre pasteur pour bénir la maison, et pendant un moment les choses se sont calmées, mais je crois vraiment que l'obscurité dans cette maison se nourrissait de la douleur. Les choses ont empiré pour ma famille. Mes parents se disputaient constamment, mais je crois vraiment que l'obscurité dans cette maison se nourrissait de la douleur. Les choses ont empiré pour ma famille. Mes parents se disputaient constamment. Finalement, ils ont divorcé et ma mère est tombée dans l'addiction. Nous avons fini par emménager dans une maison de ville avec mon père. Mais même en emballant nos affaires et en partant, la maison semblait toujours en colère de nous voir partir. À ce jour, je ne peux pas être dans une pièce complètement noire sans avoir l'impression d'être observé. Je déteste les greniers et j'évite les sous-sols comme la peste. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette maison. Je l'ai ressenti quotidiennement durant près de 10 ans. Ma sœur et moi en discutons encore parfois. Nous sommes les seuls à vraiment saisir ce que nous avons vécu. Je partage rarement cette histoire, mais j'ai besoin de l'exprimer. Peut-être que d'autres ont vécu une expérience similaire. Personne ne me fera croire que c'était seulement dans notre imagination. Je travaille comme aide-soignant à domicile, et je pense que la maison de mon patient est hantée. Tout a commencé quand je faisais la lessive au sous-sol, là où se trouve la machine à laver et le sèche-linge. C'est un endroit sombre et les escaliers qui descendent sont bruyants et grinçants. En chargeant la machine, j'ai soudain senti une présence derrière moi. Je me suis retourné et il y avait Kat. Elle se tenait là, silencieuse, me fixant d'un regard vide. Ça m'a surpris, mais je l'ai calmement raccompagnée à l'étage jusqu'à sa chaise dans le salon où elle s'assoit habituellement. Voilà la partie étrange. Je ne l'ai jamais entendue descendre. Les escaliers sont juste au-dessus de la laveuse et de la sécheuse, donc il est impossible de ne pas entendre quelqu'un qui les emprunte. D'une façon ou d'une autre, elle est descendue les escaliers sans faire le moindre bruit. J'ai laissé tomber et je suis retourné changer le linge un peu plus tard. Et pendant que j'étendais les vêtements, j'ai bien entendu les escaliers craquer. Je croyais que Kat était redescendue, mais elle n'était pas là quand j'ai vérifié. J'ai paniqué et suis monté en courant, pour la trouver assise calmement dans son fauteuil, regardant la télé comme si elle n'avait jamais bougé. Un peu secoué, j'ai continué ma tâche. Mais pendant que j'étais dans les toilettes du sous-sol, qui font partie de la buanderie, j'avais mal au ventre et je suis resté là un moment. Quand je suis sorti, les lumières tartannes étaient éteintes et à travers le linge suspendu, j'ai vu quelqu'un debout là. Je me suis figé, le cœur brisé. J'ai rallumé la lumière en vitesse et il n'y avait personne. J'ai monté les escaliers en vitesse et me suis assis près de camp pour la journée. Quelques gardes se sont passés sans rien de trop inhabituel, jusqu'au jour où je suis allé utiliser les toilettes à l'étage, puisqu'il n'y a pas de salle de bain au rez-de-chaussée, et que j'avais commencé à éviter complètement le sous-sol. Pendant que j'étais là-dedans, j'ai entendu un profond chuchotement derrière moi. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais c'était tout près et ça m'a donné des frissons. Paniqué, je me suis retourné pour partir et glissé sur le tapis et me suis cogné la tête en tombant. J'ai tenté de passer outre pour Kat, mais j'étais bouleversé. Je me hâte d'effectuer les tâches m'éloignant du rez-de-chaussée. La démence de Kat la rend parfois confuse ou agitée. Elle me demande souvent de partir plusieurs fois pendant un service, c'est normal pour elle, mais un jour en particulier, elle ne m'a pas du tout demandé de partir. Elle demandait sans cesse à une certaine Vanessa de partir, mais il n'y avait personne d'autre dans la maison. Elle est devenue très anxieuse, répétant que Vanessa devait partir et elle ne voulait plus que je la quitte pour le reste de la journée. J'ai tenté de la rassurer en disant que nous étions seuls et en sécurité, mais j'avais l'impression persistante qu'elle n'était pas simplement désorientée. Pris isolément, ces éléments pourraient s'expliquer. Sa maladie, la maison et mes nerfs semblaient trop liés pour être ignorés. Si quelqu'un a des idées, qu'elles soient paranormales, psychologiques, ou autres, je suis preneur. Je veux juste continuer à être là pour Kat, comme elle en a besoin, mais honnêtement, je suis vraiment terrifié. En ce qui concerne les expériences paranormales, celle-ci reste pour moi l'une des plus terrifiantes, même si, en apparence, elle ne semble pas aussi extrême que certaines histoires qu'on peut entendre.
Mais la peur est différente quand c'est réel, quand on l'a vécu. Cela s'est passé en 2013. J'avais 19 ans et je vivais chez mon père où ma chambre se trouvait au sous-sol. Il était tard, quelque part après minuit, et j'étais allongé dans mon lit, dans l'obscurité totale. Malgré mon cours le lendemain, l'insomnie m'empêchait de dormir, comme d'habitude. Mon corps se sentait étrange, comme si le sommeil n'était même pas envisageable. Je suis resté allongé un moment, les pensées en vrac, quand soudain j'ai entendu un faible bruit distinct. Un bruit. J'ai ouvert les yeux, mais bien sûr, je n'ai rien vu. La pièce était sombre, et je me suis dit que ce n'était probablement rien, juste la maison qui craquait. Mais ensuite, c'est revenu. Des grattements. Au départ, c'était subtil, presque insignifiant. Puis ça s'est intensifié, devenant plus rapide et plus frénétique. Je me suis figé, envahi par la prise de conscience. Le bruit venait de sous mon lit. Mes yeux se sont écarquillés. Mon pouce s'est emballé alors que j'essayais de rationaliser la situation. Peut-être que l'un de nos chats était coincé dans la pièce. Je voulais croire que ce n'était qu'un chat. Je m'accrochais à cette idée. Mais le bruit était trop intense et trop délibéré. Puis je l'ai senti grattant et cognant contre mon dos depuis sous le matelas. C'était comme si quelque chose essayait de traverser le lit à coups de poing. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Imaginez quelqu'un piégé dans un cercueil, frappant et griffant, essayant de s'échapper. Et j'étais allongé juste au-dessus. J'étais figé, chaque muscle verrouillé par la peur, mon cerveau me hurlant de bouger, de faire quelque chose, mais j'étais paralysé. Ça a continué comme ça pendant un moment, des griffures, des coups, le désespoir émanant de ce qu'il y avait sous moi, jusqu'à ce que, finalement, quelque chose en moi craque. La peur s'est transformée en pure rage. J'ai bondi du lit, couru à travers la pièce, allumé la lumière et me suis retourné pour affronter ce que c'était. Je me suis jeté par terre, j'ai soulevé le drap du lit et j'ai crié « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Rien, juste un silence de mort. Moi, seul debout dans ma chambre. Le bruit a cessé quand je me suis levé du lit. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à m'endormir cette nuit-là, mais ça ne m'a jamais vraiment quitté. Après quelques mois, un ami de l'école est venu habiter avec nous. Elle a loué une chambre au dernier étage. Le 3e matin, elle est venue me voir, pâle et les yeux écarquillés. « Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier soir », m'a-t-elle dit. Je me suis préparé. Elle a décrit exactement la même expérience que j'avais eue. Des grattements et des coups sous le lit, la peur et la confusion étaient identiques. Je n'avais révélé mon expérience à personne. Impossible pour elle de le savoir. On était restés là, se regardant, terrifiés. Quoi que ce soit, ce n'était pas resté dans le sous-sol. À Snohomish, il y a un bar qui s'appelle l'Oxford. Au fil des ans, il a été le théâtre d'au moins 2 ou 3 morts violentes, certains disent des meurtres, et les habitants parlent toujours de l'étrange sensation que dégage cet endroit. Mes parents y sont allés plusieurs fois, attirés par les groupes de musique live et l'ambiance animée, mais ils ont toujours entendu des histoires troublantes de la part du personnel et des habitués. Des femmes enfermées dans la salle de bain, les portes refusant de s'ouvrir jusqu'à ce que quelqu'un de l'extérieur les force. Des assiettes qui se brisent dans la cuisine alors qu'il n'y a personne. Des silhouettes invisibles frôlant les clients, leur laissant tous un frisson impossible à dissiper. Mais mon père, lui, a vécu quelque chose en personne. Un soir, il commande un verre de vin rouge et descend au bar du sous-sol. L'air là-bas était vicié. L'endroit était faiblement éclairé, bordé de tables de billard et de vieux comptoirs qui avaient probablement vu des décennies de bagarres d'ivrogne. Alors qu'il se tenait là, son verre à la main, il y a eu un bruit sec. Avant qu'il ne puisse réagir, la coupe entière de son verre de vin a éclaté. Il a baissé les yeux, stupéfait, sa main tenant toujours la tige fine du verre. Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y avait pas de vin, pas de morceaux de verre, rien par terre, rien sur ses vêtements. C'était comme si la boisson avait disparu en même temps que le verre lui-même. Hagarde, il s'approcha du barman, la tige solitaire à la main. Mon verre vient d'exploser. Le barman prit l'objet sans hésiter et haussa les épaules, comme si ce genre de choses arrivait souvent, ici. Elle lui donna un autre verre et reprit son travail imperturbable. Pas de questions ni de surprise. Parce qu'à l'Oxford, l'inexpliqué n'est pas rare. C'est juste une part du charme.
C'est arrivé il y a environ 5 ans, quand j'avais 22 ans. Je n'avais jamais eu de véritables expériences paranormales auparavant, mais je suis chrétien et je crois vraiment que les fantômes, et pire encore, existent. Des amis m'ont contacté, disant qu'un chasseur de fantômes voulait inspecter notre maison soi-disant hantée. Ils m'ont demandé de les accompagner car je suis un grand gars de 1,90 m et je travaillais dans la sécurité à l'époque. En gros, j'étais le gros bras au cas où les choses me deviendraient bizarres. Pas que je sois sûr que les gros bras aient de beaucoup d'effets contre les esprits. À notre arrivée, je pressentais déjà un problème. Avant même que je pose un pied sur le perron, tout le monde a frissonné. Ensuite, le chasseur de fantômes, un médium, est sorti en titubant de la maison et a vomi sur la pelouse. Il était resté là-bas seul pendant 1 heure et il a dit « C'est mauvais là-dedans ». Nous sommes entrés et avons commencé l'installation du matériel. Boîte à esprit Ovilus, caméra Structured Light, sensor à silhouette, tout l'attirail paranormal. Pendant un moment, c'était calme, quelques frissons par-ci par-là. L'un de nous a entendu un bruit, rien d'étrange, jusqu'à 23h45 précise. Soudain, tout a explosé. Nous avons entendu des portes grincer en s'ouvrant et des rideaux bouger sans personne à proximité. La liste supérieure a récité du latin parfait, et la caméra a capté des silhouettes qui se promenaient et rampaient à 4 pattes. On avait l'impression que la maison s'était réveillée. Après une bonne heure d'activité ininterrompue, tout est redevenu calme. J'étais déjà sur les nerfs, et quand le chasseur de fantômes m'a regardé, il a dit « Hé, le grand là-bas !» Il a pointé vers le sous-sol, m'a appris à utiliser la Spirit Box, m'a donné une lampe de poche Walmart à moitié déchargée et m'a envoyé seul dans l'obscurité. Je suis resté dans le sous-sol à attendre. Au début, rien ne se passait, puis quelque chose s'est produit. Une chaise s'est brusquement élevée au-dessus de ma tête et a éclaté contre le plafond. Avant même que je puisse réagir, la Spirit Box a grésillé et a dit une chose. « Brûle ». À ce moment-là, la lampe de poche s'est éteinte. Je l'ai frappé pour la rallumer, paniqué, et c'est là que je l'ai vue. Éclairée, juste devant moi, se tenait une silhouette massive, plus grande et plus large que moi. Je vous le dis franchement, j'ai déjà été dans des bagarres et affronté des gens dangereux, mais au fond de moi, je savais que cette chose pouvait me tuer. Je suis resté figé. Je me suis uriné dessus, mais ça m'était égal. J'ai couru pour sauver ma vie. La porte du sous-sol était fermée et je sentais cette chose derrière moi, alors j'ai foncé contre la porte avec une telle force. La porte a sauté de ses gonds. J'ai couru jusqu'à mon camion, verrouillé la porte et tremblé jusqu'à ce que tout le monde sorte en courant. Un prêtre resté est venu bénir la maison plus tard, mais je n'oublierai jamais la peur ressentie là-bas. Ce n'était pas humain. Maintenant, je traîne avec ce genre de personnes. C'est arrivé il y a environ 5 ans maintenant, et j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. À l'époque, je louais une petite maison dans un quartier calme. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était confortable, abordable et plein de charme. La seule chose que je n'aimais pas, c'était le vide sanitaire sous la maison. La porte d'accès à celui-ci se trouvait dans la buanderie. Une trappe en bois carré au ras de la porte. Elle était verrouillée de l'extérieur et je n'ai jamais eu de raison de l'ouvrir. Je pensais qu'il n'y avait que des tuyaux, des toiles d'araignée et l'habituel d'un vide sanitaire effrayant. Un soir, je suis rentré tard du boulot. Ça avait été une journée stressante et tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et m'effondrer dans mon lit. En entrant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La lumière de ma buanderie était allumée. J'étais sûr de l'avoir éteinte ce matin-là, mais j'ai mis ça sur le compte de ma distraction à cause de la précipitation et je l'ai éteinte de nouveau. Cette nuit-là, réveillé vers 2h du matin par un léger bruit. Au début, en marchant, j'ai cru que ce n'était que le vent, mais en restant allongé, j'ai réalisé que ça venait de la buanderie. Un bruit sourd et rythmique tout en douceur. Mon cœur s'est emballé. J'ai hésité entre me lever pour aller vérifier ou simplement rester au lit en espérant que ça s'arrête. Mais la curiosité a pris le dessus. Alors j'ai attrapé mon téléphone pour m'éclairer et je me suis dirigé à pas de loup vers la buanderie. Quand j'ai ouvert la porte, tout était silencieux, mais c'est là que je l'ai vu. La trappe du vide sanitaire était entr'ouverte. J'ai eu l'estomac noué. Je me souviens distinctement qu'elle était verrouillée et il n'y avait aucune chance que je l'aie ouverte accidentellement.
Essayant de rester calme, je me suis convaincu que c'était peut-être un animal qui était entré d'une manière ou d'une autre. J'ai refermé la trappe soigneusement et j'ai posé une grosse boîte de détergent dessus avant de retourner me coucher. Le lendemain, j'ai contacté le propriétaire pour m'enquérir d'éventuels problèmes de nuisibles à connaître. Il a semblé surpris et m'a dit que personne n'avait jamais signalé quelque chose de ce genre auparavant. Il a quand même promis d'envoyer quelqu'un pour vérifier. Cette nuit-là, j'ai revérifié la trappe et placé une chaise dessus, par précaution. Je n'ai entendu aucun bruit et j'ai commencé à me sentir un peu idiot d'avoir paniqué. Mais vers 3 heures du matin, je me suis réveillé au son de la porte de ma chambre qui grinçait en s'ouvrant. Je me suis figé. La porte de ma chambre ne grince que si on la pousse lentement et je savais que je l'avais fermée avant de me coucher. Je suis resté aussi immobile que possible, retenant presque ma respiration, alors que j'entendais un pas léger glisser dans la pièce. Mon téléphone était posé sur la table de nuit, inaccessible. Le pas s'est arrêté à côté de mon lit. Je pouvais sentir la présence de quelqu'un. Rassemblant tout le courage que j'avais, j'ai attrapé mon téléphone, allumé la lampe torche et je l'ai dirigé vers l'intrus. Il y avait un homme accroupi sur le sol, le visage pâle et émacié, les yeux grands ouverts et sans ciller. Il avait l'air aussi surpris que moi. J'ai crié et je me suis précipité hors de la pièce, courant jusqu'à la maison du voisin. J'ai frappé à leur porte jusqu'à ce qu'ils me laissent entrer et ils ont appelé la police. À l'arrivée de la police, l'homme était toujours dans ma maison, caché dans le vide sanitaire. Il avait un petit matelas, de la nourriture, des emballages et une collection d'objets divers qu'il avait dû prendre chez moi. La serrure de la trappe avait été forcée, et à en juger par l'état des lieux, il vivait sous ma maison depuis au moins quelques jours, peut-être plus longtemps. Le plus effrayant ? La police a dit aussi qu'ils avaient retrouvé un carnet avec des notes détaillées sur moi. Il avait noté ma routine quotidienne, quand je partais dans mon travail, quand je rentrais, même ce que je portais. Il y avait aussi une liste de plans, mais ils n'ont pas voulu me dire ce qu'il y avait dessus. J'ai déménagé la semaine suivante et je suis resté chez des amis jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. À ce jour, je n'ai aucune idée de comment il est entré, ni depuis combien de temps il m'observait avant que je ne remarque que quelque chose n'allait pas. Cela m'est arrivé quand j'avais 15 ans, et j'en ai 55 aujourd'hui. J'étais seul chez moi, ma mère et mes frères étaient sortis pour la journée et j'étais probablement en train de nettoyer ma chambre ou perdu dans mon propre monde d'adolescent. C'est alors que soudain, un bruit est monté de la bouche de chauffage dans le sol, un son qui m'a figé sur place. Un rire grinçant, rauque et grondant. Ce n'était pas un rire joyeux et insouciant. C'était tout autre chose. Sombre, sournois et menaçant. J'avais l'impression qu'il me dominait, sachant que j'étais seul et vulnérable. Je suis resté là, cloué sur place, paralysé par la terreur. Mon esprit était envahi par 1 million de pensées. Un démon se trouvait dans la cave, j'étais paralysé, incapable de respirer. Bouger reviendrait à reconnaître que je l'avais entendu, et d'une certaine manière je savais que si je lui montrais que j'étais conscient de sa présence, je serais en encore plus grand danger. J'avais seulement 15 ans, je n'étais pas au top de la rationalité. J'ai désespérément tenté de rationaliser ce que j'avais entendu. Je pensais que mon grand frère me faisait une blague, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. La voix était trop grave et gutturale. Même un homme adulte n'aurait pas pu atteindre ces notes graves et menaçantes. Je suis resté figé jusqu'au retour de ma mère à la maison. Je ne pouvais pas lui dire. Je ne pouvais le dire à personne. Le dire à voix haute, c'était comme si ça pouvait faire revenir l'entité ou lui faire savoir qu'elle avait réussi à me terrifier. Depuis, j'ai tenté d'éviter d'être seul chez moi. Le sous-sol en particulier est devenu mon enfer personnel. J'avais toujours été un enfant assez peureux. J'avais l'habitude de chanter chaque fois que je devais aller au sous-sol parce que, bien sûr, les monstres ne peuvent pas t'atteindre si tu chantes. C'était ma logique, même avant le rire. Mais quelque chose a changé en moi avec le temps. Je n'ai jamais parlé de cette expérience, mais au fil des années, je me suis surpris à devenir en colère. Cette voix m'avait effrayé, mais sans me faire de mal. Elle ne m'avait pas poursuivi ni essayé de m'atteindre. Son seul désir était de pouvoir me terrifier. Cette prise de conscience a lentement érodé ma peur.
Un jour, lors d'une violente dispute avec l'un de mes frères, je me suis caché derrière la chaudière dans le sous-sol obscur. Il avait trop peur pour me suivre. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais repris le contrôle des lieux. Ça n'avait plus le même pouvoir sur moi. Quel est le but de tout ça ? À ce jour, je crois qu'il y a du mal dans le monde, et parfois qu'il nous joue des tours. Mais je crois aussi que la peur est sa plus grande arme. Si nous pouvons dépasser cette peur, nous découvrons une force que nous ne soupçonnions pas. Là où règne la peur, le mal est sans présent. Mais il y a aussi de l'espoir. Quand je vivais au Colorado, nous habitions dans une maison de 3 chambres et 3 salles de bain avec un sous-sol aménagé, qui se trouvait dans un bon quartier à environ 21 minutes de Denver. Ma mère et mon beau-père venaient de se marier, ce qui faisait que nous allions chez la famille de mon beau-père pour les fêtes. Nous sommes allés chez la sœur de mon beau-père, pour Thanksgiving. Environ 15 minutes après notre arrivée, nous avons commencé à parler avec sa sœur Carrie, et nous avons mentionné que nous avions récemment acheté une nouvelle maison. Elle propose de payer un loyer pour emménager chez nous. Mon beau-père et ma mère en ont discuté avec elle, et ils ont finalement trouvé un accord pour qu'elle emménage dans notre sous-sol, si elle payait un loyer. Quelques mois plus tard, elle a emménagé. Environ quelques mois après qu'elle avait emménagé, mes parents me racontaient des histoires étranges qui leur étaient arrivées lorsqu'ils regardaient la télévision dans le salon. Ils m'ont dit qu'une nuit, ils étaient dans le salon en train de regarder la télévision. Notez que la télévision était à côté du sous-sol, sur un autre mur à gauche, donc si vous contourniez le coin, la porte du sous-sol serait à votre gauche. Et tout à coup, un jouet pour chat a été lancé en haut des escaliers et il a roulé jusque dans le salon. Ils ont affirmé avoir entendu quelqu'un depuis le sous-sol dire « Hey Minou Minou », alors que ma tante n'était pas à la maison à ce moment-là. Quand nous lui en avons parlé, elle a mentionné à ma mère et à moi que ses 2 jeunes frères et son père étaient morts dans un incendie de maison quand elle était adolescente, et elle a longtemps cru que leurs esprits l'avaient le suivi. Une autre nuit où ma tante n'était pas à la maison, mon beau-père a dit qu'il avait vu quelqu'un jeter un coup d'œil autour du coin du mur près du sous-sol pendant qu'il regardait la télévision. Environ 8 mois plus tard, ma tante a finalement déménagé et plein de choses étranges continuaient à se produire avant cela. J'étais seul à la maison, jouant à Call of Duty Black Ops 2 sur la Xbox, et j'étais dans un groupe en train de parler avec un gamin que j'avais rencontré ce jour-là et qui ne savait rien de moi. Je devais aller aux toilettes, alors je lui ai dit que je revenais tout de suite et j'ai laissé mon micro et ma manette dans ma chambre. Quand je suis revenu, il m'a dit qu'après que je lui ai dit que je revenais tout de suite, un petit garçon avait parlé dans le micro et avait dit qu'il s'appelait Mikkel et que moi, Colby, j'étais son oncle. Je ne suis pas sûr de ce que le gamin avec qui je parlais sur Xbox a répondu, mais il m'a dit qu'il l'avait aussi entendu dire « Je dois y aller maintenant, juste avant que je reprenne le micro ». Quand il m'a raconté ça, j'ai su qu'il était sérieux. Je venais de rencontrer ce gars-là ce jour-là et je ne lui avais jamais parlé du fait que ma maison était hantée et il n'y avait personne à la maison. Je suis descendu, mort de peur, et j'ai envoyé un texto à ma tante pour lui demander comment s'appelaient ses frères. L'un d'eux s'appelait Michael, le plus jeune, et je ne me souviens pas du nom de son autre frère. J'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé et je suis resté assis dans le salon à trembler jusqu'à leur retour à la maison. Beaucoup d'autres choses comme ça sont arrivées avec ces petits garçons dans cette maison, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Merci de m'avoir écouté. Je vais faire court et aller droit au but. J'ai toujours aimé l'horreur, les films, les jeux, la littérature, tout ce qui me donne des frissons. Ironiquement, malgré ma fascination de toujours pour le macabre, je n'ai jamais eu d'expérience paranormale moi-même. Ma mère disait qu'elle pouvait voir des fantômes. Enfant, elle organisait des spectacles de fantômes et était payée pour divertir lors de fêtes. Ma sœur et moi n'y avons jamais vraiment cru. Mon père levait les yeux au ciel et nous disait que tout ça n'était qu'une comédie. Que ce soit réel ou non, le fait étant que le surnaturel a toujours fait partie du bruit de fond de ma vie, et je ne me laisse pas facilement déstabiliser. Eh bien, avançons jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2 ans, nous avons emménagé dans une nouvelle maison. Depuis que nous nous sommes installés, elle affirme qu'elle voit de temps en temps la silhouette d'un vieil homme assis au bar dans le sous-sol.
Ce n'est pas comme si elle le voyait clairement, juste une présence fugace du coin de l'œil. Elle dit que ça ne semble pas menaçant, juste que c'est là. En fait, ça correspond à ce que nous savons sur la maison. Nous l'avons achetée à 3 frères et sœurs qui l'ont héritée après le décès de leurs parents. Le père était un homme fier, manuel, qui avait construit le bar du sous-sol lui-même et entretenait la maison avec soin. Honnêtement, si je mourais et qu'il y avait une vie après la mort, je traînerais probablement aussi dans ma propre salle de détente. Pendant longtemps, j'ai tout mis tout sur le compte de la coïncidence ou de l'imagination. La porte de mon bureau se verrouille parfois toute seule, c'est étrange, mais la maison est vieille. Peut-être que je la fermais simplement de travers ou que le loquet coinçait. Mais ces 2 dernières semaines, quelque chose a changé. Je me réveille chaque nuit à exactement 3 heures du matin. Je ne mets pas de réveil pour cette heure-là, mais mes yeux s'ouvrent comme par automatisme. Je commence le travail à 6 heures, donc être réveillé à 3 heures me tue. Je n'arrive pas à me rendormir et l'épuisement me ronge. Je suis de mauvaise humeur, impatient et j'ai du mal à croire mes propres rationalisations. Je ne cesse de me dire que ce n'est que du stress ou une coïncidence, mais chaque nuit à 3 heures du matin, ça recommence. Ma famille le ressent aussi. Notre chat qui a toujours dormi avec nous refuse maintenant de rester dans la chambre. Mon fils qui dormait bien dans sa chambre insiste désormais pour dormir sur le canapé avec la télé allumée. Il n'aime pas le silence qui règne dans la chambre. Nous avons récemment découvert que les parents de l'ancien propriétaire étaient décédés seulement quelques mois avant notre emménagement. Ce détail me revient à l'esprit chaque fois que je fixe l'horloge à 3 heures du matin. J'ai installé quelques caméras GoPro dans la maison, surtout près du bar au sous-sol, mais il n'y a rien jusqu'à présent. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir l'impression d'être au bord de quelque chose juste hors de vue. Qu'en penses-tu ? Est-ce que je me fais des idées ? Est-ce que ce n'est qu'une série de coïncidences aggravées par des nuits blanches, Ou bien suis-je au début de quelque chose de différent ? Dans tous les cas, si je me réveille encore à 3 heures du matin cette nuit, je vous le ferai savoir. Salut les gars, mort à l'appareil, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé les histoires de sous-sol de ce soir. J'ai adoré les enregistrer. Un grand merci aux membres et mécènes qui contribuent financièrement chaque mois, même de petits montants, pour aider au fonctionnement de la chaîne. Si vous souhaitez profiter d'avantages exclusifs, comme des histoires de Skinwalker sur YouTube, membres et Patreon, ainsi que faire annoncer votre anniversaire et d'autres avantages sympas, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description pour en savoir plus. Ça compte énormément pour moi et je pense que c'est vraiment des trucs cool. Mais c'est tout pour moi, il est temps de dire bonne nuit. Plus de contenu s'affiche à l'écran maintenant si ça vous dit, mais jusqu'à la prochaine fois, restez géniaux et bonne nuit.